Ben, à l'époque, je pense bien que c'était pas fréquent que des députés soient élus à un âge aussi peu avancé, mais il y avait un besoin. On sentait qu'il y avait une poussée, là. Et les jeunes commençaient à se réveiller au Québec. Et on a voulu profiter du mouvement. Et comme on faisait de l'action politique à l'intérieur de ce qu'on appelait la Fédération libérale du Québec, qui avait dans chaque comté une association accréditée. Alors, on en profitait pour recruter des membres et inviter des conférenciers et maintenir le feu sacré. Alors, c'est ce qui a permis d'atteindre plus vite un degré plus compact de présence des jeunes au sein des formations politiques et d'obtenir plus rapidement les réformes que la population voulait, en particulier les jeunes. Inutile de vous dire qu'au salaire que nous gagnions à l'époque, 4 000 $ par année, c'était pas ce qui nous faisait vivre. Alors, il fallait pratiquer sa profession, le droit, pour moi. Pour d'autres, c'était d'autres métiers ou professions. Alors, moi, je me faisais réserver les lundis et le mardi devant le tribunal. Alors, avec une entente parmi mes confrères qui n'aimaient pas tous plaider le lundi. Alors, j'en profitais. Alors, j'enregistrais mes causes en conséquence. Alors, je les plaidais toute la journée du lundi, parfois tard dans la journée, avec le consentement du juge. Le mardi, on continuait. Et quand j'avais terminé mon rôle d'audition, je me dépêchais à manger, puis je m'en allais à Québec pour être présent à l'ouverture de la session à 3 heures. À l'époque, au tout début, il n'y avait pas de budget de recherche qui était attribué à l'opposition. On faisait nos budgets de recherche en se cotisant les uns et les autres et en engageant certaines personnes qui étaient capables de faire des recherches pour nous et de produire certains textes, certains documents pour nous permettre de faire des débats plus équilibrés et plus pertinents et plus centrés sur les problèmes qu'on voulait discuter finalement avec le pouvoir politique de l'époque. Mais ce n'était pas facile. Je me souviens que je faisais beaucoup de recherches personnelles. Alors à ce moment-là, il fallait être abonné à peu près à tous les journaux, avoir quelqu'un qui faisait les couvertures de presse parce que c'était nécessaire. Dans mon cas, chez moi, à Drummondville, c'était ma soeur Gabrielle qui le faisait à Drummondville. À Québec, j'avais des amis qui le faisaient pour moi aussi, mais ça prenait un système d'étassement aussi. Mais on n'avait pas le temps de faire tout ça. Alors, être en chambre, travailler, attaquer, s'occuper des problèmes du comté, répondre aux électeurs et faire les recherches qui s'imposaient. Alors, les journées étaient longues parfois. Quand Duplessis avait fait une session de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, c'était le maximum. Puis il arrangeait l'agenda des travaux sessionnels à son goût et à sa façon, et selon les circonstances qu'il choisissait lui-même. On perdait beaucoup de temps finalement. Et il n'y avait pas moyen d'avoir de renseignements précis de sa part. On faisait des motions pour production de documents. Alors, ils accumulaient au feuilleton et ils faisaient déposer les documents 2-3 jours avant la fin de la session. Alors, on ne pouvait pas s'en servir contre lui. Alors, il fallait attendre la session qui suivait pour être capable de refaire le débat qui a dû être fait l'année précédente. M. Duplessis répondait aux questions comme il le voulait, quand il le voulait et à la façon qu'il le voulait. Il titurait des faits, des textes. C'était un homme de combat, c'était un homme d'action politique. Mais ce n'était pas un homme de démocratie. Ce n'était pas un homme qui voulait avoir la vérité. Ce n'était pas un homme qui sentait le besoin d'informer l'opposition, qui avait le droit de savoir. Non. Sa préoccupation, c'était comment pourrais-je m'y prendre pour être capable de conduire l'opposition dans une impasse et de l'envoyer sur la mauvaise piste
de façon à y faire taper l'air bête devant la population. Et de pouvoir démontrer à la population que le gouvernement le plus qualifié, c'est le mien, et que l'opposition est composée d'hommes qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas capables de nous remplacer. Ça, c'était aussi partisan que ça. C'était clairement établi. Alors, il fallait se battre en conséquence avec les moyens du bord qu'on avait à l'époque, mais il fallait se montrer vigoureux et attaquer beaucoup. Et même, pour être efficace vis-à-vis de lui, j'ai déjà dit à quelqu'un, je me suis même pris à penser que pour être efficace contre lui, qu'il fallait le haïr. Parce qu'il y avait un côté aimable chez Duplessis. Il faut être très charmant. Il y avait une belle prestance. Alors, il était ratoureur. Quand il n'était pas sûr de la qualité, de la force de son adversaire, il essayait parfois d'établir un contact pour en arriver à une certaine neutralité chez son adversaire. Alors, si ça prenait, il en profitait. Si ça percevait que ça ne prenait pas, il prenait d'autres moyens. À ce moment-là, il devenait irréductible, puis il devenait très dur, très mesquin. Alors, c'est un truc qu'il a employé avec moi, avec d'autres, avec Yvon Dupuis, avec mon collègue député d'Évry, Renald Bélanger, avec la France. Avec la France, il y a eu beaucoup de difficultés, parce que la France était un irréductible, un absolu. Puis Duplessis, c'était un méchant pour lui. Hein? Pour être capable de le combattre, il fallait qu'il soit convaincu que Duplessis, c'était un méchant qu'il fallait combattre. Alors, les relations entre Duplessis puis la France, ça n'a jamais été au beau fixe. Hein? Ça a été d'une agressivité incroyable. À tel point que Duplessis s'est cru obligé, à tort ou à raison, de le faire mettre en dehors de la Chambre à plusieurs reprises, en faisant appel au président, en essayant de convaincre le président que la France exagérait, puis ne respectait pas le règlement et que ça méritait une suspension de 3 jours, une semaine, 15 jours, puis une fois, ça a été presque un mois. Alors, la France était en dehors de la Chambre pendant un mois. Alors, on essayait de faire comprendre à la France qu'il était bien plus utile en Chambre qu'en dehors de la Chambre. Surtout au peu de membres du Parti libéral qu'on était à l'époque. Mais c'était pas facile de lui faire comprendre ça. C'était un dur jouteur, c'était un homme d'expérience. Bon, il était avocat, il avait le sens de l'argument, puis il y avait des exemples assez frappants. Hein, mais par contre, il se servait constamment du règlement pour se justifier de son action, de ses déclarations, de ses accusations. Puis bien souvent, il citait des articles de règlement qui ne s'appliquaient même pas au cas qui était en discussion. Mais il continuait quand même de faire appel au président de la Chambre pour avoir une décision en sa faveur. Alors que le président était parfois très embêté. Il a eu donné raison, mais à cause de la partisanerie qui existait, puis des menaces à peine voilées que M. Duplessis faisait à l'endroit du président de la Chambre, on savait tout de suite que la décision serait favorable au gouvernement en place, puis défavorable à la l'opposition. On en appelait presque à tout coup la décision du président, mais c'était une formule qui était vaine jusqu'à un certain point. C'était pour embarrasser davantage le président, de façon à ce que les journalistes de la ville de la presse fassent état de la situation de plus en plus déplorable et attirent davantage l'attention de la population sur un système qui n'avait plus de bon sens. Alors, le président de la Chambre était bien souvent la marionnette du premier ministre du Québec, Maurice Duplessis. Alors, on a toujours pensé que la carte blanche, qui était réservée à l'usage de la municipalité pour être capable de venir en aide à ceux qui en avaient besoin, était
la partie de la loi qui était la plus appropriée et la plus utilisée pour pas nécessairement mettre fin à la pauvreté, mais aider ceux qui étaient dans le besoin. On s'est aperçu que c'était devenu un instrument politique de premier ordre, ça, entre leurs mains. Parce que les conseils municipaux étaient contrôlés par l'organisation politique de l'Union nationale. Les pressions se faisaient par les organisateurs du député quand c'était pas le député lui-même. Bon. Alors, à un moment donné, je plaçais des demandes où je recommandais à des gens qui venaient me voir, qui m'exposaient de problèmes, de faire une demande d'aide à la municipalité. Puis, il n'y a pas de nouvelles, ou ça faisait du temps, ou c'était bloqué. Il y avait toujours des bonnes raisons pour que ça ne fonctionne pas. Alors, je commençais à m'intéresser à ce problème-là, puis j'ai fini par trouver que c'était un système politisé à outrance. Alors, on se servait de la misère des gens pour être capable de mieux les contrôler et de garder leur vote. Bon. Le nom de Docteur Laberge, c'était bien lui qui s'en occupait aussi. Alors, le Docteur Laberge me reçoit bien gentiment, mais je voyais sur son bureau une file de documents sur le coin du bureau, et une autre file de documents sur l'autre coin du bureau. Puis je voyais que les documents n'étaient pas de même couleur. Alors, il y avait des documents qui étaient en blanc, puis des documents qui étaient de couleur rose. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Bien, ça, c'est des cartes d'assistance publique, d'aide aux familles en besoin, les familles nombreuses, sur la difficulté financière, tout ça. Ben oui, mais je dis, quel système qui fonctionne? Je dis, au niveau municipal, par exemple, tu sais quoi? Alors, il la carte blanche, c'est ce qui est la plus utilisée. Puis je dis, l'autre, la carte rose, c'est ce que je vois là. Puis, alors, ça, c'est les demandes spéciales. Mais je voyais que les demandes spéciales étaient beaucoup plus nombreuses que les demandes à caractère ordinaire. Alors, je dis, comment ça se fait? Il dit, vous m'excusez, il dit, j'ai quelqu'un à voir. Il dit, je vais venir. Je pense bien qu'il voulait me donner la chance de vérifier certaines choses, parce que j'ai tout soupçonné qu'il avait voulu me donner un coup de main. Alors, c'est là que j'ai réalisé que la carte rose, qui était un cas d'espèce, pour régler les cas spéciaux, mais était utilisée plus fréquemment dans certains comtés, l'Union nationale évidemment, que la carte blanche. Alors, j'ai décidé de prendre une carte blanche, puis de prendre une carte rose, puis j'ai vérifié le contenu, ce qui était écrit, puis pour être capable de faire un débat en chambre, à Duplessis, puis montrer qu'il y avait deux systèmes en vigueur. Et que ça faisait partie des méthodes électorales de l'Union nationale, qu'on appelait de patronage, mais éhonté à mon point de vue. Alors, Duplessis n'a pas été très, très heureux du débat, parce qu'il ne s'attendait pas d'avoir de la preuve formelle de ma part que système existait comme celui-là, et surtout que le député de Drummond ait en main les documents pour prouver ses affirmations. Il y avait une espèce de tradition qui voulait que l'impôt était réservé au gouvernement fédéral avec une source unique de perception et que c'était établir un système bien dispendieux que d'avoir deux impôts, hein, un au fédéral, l'autre au provincial. Ça obligeait le gouvernement provincial à engager du personnel supplémentaire, à spécialiser certaines personnes en matière de revenus. Et comme le système était bien monté à Ottawa, avec des personnes compétentes, et que les services, en général, étaient bons, que l'information échangée entre les deux niveaux de gouvernement était valable, alors, et payante pour le gouvernement du Québec, entre autres, on ne voyait pas la nécessité d'avoir un double système. Puis après ça, on se méfiait un peu de l'action que M. Duplessis prendrait à cet égard-là.
On voyait que c'était pour affirmer son principe de l'autonomie provinciale. Mais pour lui, c'était un jeu, ça. C'était un symbole, une espèce d'enveloppe dans laquelle il englobait tout pour démontrer aux Québécois que le fédéral nous traitait mal, qu'on était mal servi par Ottawa et qu'on aurait intérêt à amener nos affaires, puis à prendre soin de notre propre butin, comme il disait. Hein? Alors sachez notre butin, puis faisons-en soin, puis essayons de l'administrer nous-mêmes. Ça va être mieux que de le faire administrer par les autres. Alors ça, c'était le fond de son système. Alors, on avait raison de voir des dangers, parce qu'il s'en est servi, effectivement, de façon très, très habile. Quand il est revenu de la conférence fédérale provinciale, à caractère fiscal, à Ottawa, là, puis il avait été reçu en grande pompe à la gare du Palais, puis qu'il y avait eu les hommages d'un conseiller législatif chevronné, là, puis qui avait fait des éloges dithyrambiques de M. Duplessis comme étant le grand Canadien français sauveur du Québec, le grand patriote, protecteur de l'autonomie provinciale. Ben là, ça y est, hein, il a bouclé la boucle, là, puis on va y goûter pendant un bout de temps. À un moment donné, on s'est aperçu que Duplessis avait joué ses cartes de façon habile, puis avait réussi à convaincre M. Saint-Laurent de la justesse de sa thèse et de son action. Alors, si bien qu'à un moment donné, quand le climat est devenu trop tendu, ils ont décidé de se rencontrer. Je pense que c'était à l'hôtel Windsor à Montréal. Puis là, il y a été question, puis Duplessis a réussi à convaincre M. Saint-Laurent qu'il y avait lieu pour le Québec de continuer sa lutte pour l'impôt provincial et d'en créer un et de passer la législation en conséquence. Puis M. Saint-Laurent, un peu moindement, à mon point de vue, a déclaré, qu'à toute fin pratique, le Québec était tout de même une province comme les autres. Alors ça nous a coupé les jambes beaucoup. Alors on a été un peu moins vigoureux dans notre action et surtout moins chanceux dans les résultats qu'on a obtenus. On a été obligé de réétudier tout le dossier de fond en comble et d'admettre que, tant qu'à y être, on était mieux dans faciliter la situation et de faire de notre politique fiscale québécoise un élément dynamique pour avoir des pouvoirs économiques et fiscaux capables de nous permettre de prendre soin des besoins du Québec et d'afficher aussi au plan de la distinction des pouvoirs qui étaient dévolus au fédéral et aux provinces et au Québec en particulier dans la Constitution, que ça pouvait aller jusque-là, qu'au plan fiscal, le Québec avait des droits, puis avait raison de faire valoir. Alors finalement, on a voté pour la loi. Pour chercher à se faire nommer chef du parti, il a exigé un congrès plénier de façon à être choisi et validé comme chef par l'ensemble des militants libéraux. Et ce qui a fait sa force. Alors, ça a eu une force d'engagement incroyable. Ça lui a permis de passer son message, de montrer sa compétence et surtout sa préparation pour aller venir faire au Québec les réformes qui s'imposaient contre le régime de l'Union nationale. Il a été longtemps chef du parti. Il avait préparé d'arrache-pied le programme du Parti libéral de 1960 en se cachant dans des bureaux des Dominicains à Montréal, à Outremont. Là. Alors, parce qu'on allait le voir de temps en temps, puis on lui apportait des travaux qu'il nous avait confiés pour compléter les siens, chacun dans notre domaine. Alors, il y a eu énormément de mérite. Et l'élection de 1960, c'était l'élection qui était faite sur le programme établi, écrit
proposé par M. Lapalme. Et Jean Lesage a toujours rendu le mérite de cette action-là, puis a toujours dit que l'élection de 1960, c'était l'élection qui avait été bâtie sur le programme de Georges Lapalme. Ça, là, il a été honnête, puis il a toujours dit, j'en ai jamais caché. Mais il reste toujours quelque chose au fond humain de ces choses-là. À un moment donné, M. Lapalme, il s'est dit, finalement, pourquoi ça n'a pas été moi? Hein? Bon, alors, ça c'est normal qu'il se pose de problème. Alors, quand il était temps de nommer le Conseil des ministres, c'est bien évident que M. Lapalme, M. Lesage voulait avoir à ses côtés celui qui était son bras droit et qui considérait comme son bras droit et qui avait travaillé d'arrache-pied pour atteindre le succès qu'on a obtenu. Alors, il lui a offert le ministère de prestige à ce moment-là, par excellence, qui était le ministère de la Justice. Même s'il était avocat, M. Lapalme n'avait pas une tendance naturelle pour accepter cette responsabilité-là, parce qu'il avait d'expérience, puis il savait fort bien qu'il y avait des problèmes importants à régler. Par exemple, il y avait tout le problème des faux certificats là, qui s'étaient greffés à l'élection. Bon, alors, si je deviens ministre de la Justice, il va falloir que je fasse une enquête, puis que je prenne mes responsabilités et qu'on aille au fond des choses. Bon, si ça touche des partisans libéraux, tant pis. Si ça touche des partisans du national, mais aussi, mais ça le rendait mal à l'aise. Alors, il n'a pas couru tellement après ça. Il a accepté, mais un peu de reculant. Ce qui l'intéressait surtout, c'est d'avoir un rôle d'elder statesman, vu la tournure des événements, dans sa propre carrière politique, et d'agir en tant que tel dans un ministère pas partisan, des affaires culturelles. Alors, il avait rencontré Malraux en France à l'occasion de quelques visites. Il s'était bien entendu avec lui. Il y avait beaucoup d'admiration pour lui. Et il voulait constituer au Québec un ministère des Affaires culturelles qui pourrait mettre l'accent sur la distinction du Québec par rapport aux autres provinces du Canada. Le caractère distinctif dont on parle tellement, mais il commençait à faire ça, puis il avait raison aussi. Alors, à ce point de vue-là, on ne faut pas lui donner tort. Mais c'est de ce côté-là que ces aspirations allaient surtout de plus en plus. Et M. Lesage comprenait un peu mal ça. Il avait l'air à avoir l'impression que c'était une espèce de bouderie de part de M. Lapalme à son niveau. Je ne pense pas que c'était ça. L'élection de 1960, ça a été un moment d'espoir. Puis qu'on voulait pouvoir se matérialiser le plus rapidement possible. Et nous étions bien préparés. Il y avait un chef vigoureux, qui avait du charisme, qui avait une élocution facile, qui savait faire l'image aussi, et qui avait un pouvoir de conviction assez peu commun. Alors, ça a été plus facile avec un genre de chef comme ça, qui était capable de communiquer avec la population, puis avoir une réponse dans à peu près toutes les couches sociales du Québec. Les gens ont vu le besoin d'avoir un changement au plan politique, au plan social, surtout au plan social. Il faut dire qu'au Québec, il y avait des besoins immenses, au plan de la santé, au plan de l'éducation, au plan des relations de travail. Il y avait beaucoup de gens qui étaient laissés pour le compte et qui s'imaginaient, ou à tort ou à raison, que c'était le gouvernement qui avait le devoir de tout décider pour eux, sans qu'ils aient raison d'intervenir en quoi que ce soit, alors qu'ils étaient quand même ceux qui devaient donner leur adhésion à un gouvernement ou à un autre. Alors, il fallait revenir aux sources de la démocratie. Et je pense que c'est ça qui a été le succès de l'élection de 1960. Alors, le programme élaboré par le parti, les termes électoraux choisis, le slogan choisi pour donner une image de réalisme et de vigueur à la campagne, ça m'est apparu à ce moment-là comme étant quelque chose de très valable
Et la population a mordu là-dedans, s'y est reconnue, et on a senti au fur et à mesure que la campagne progressait comme une poussée dans notre dos. Allez-y, allez-y, hein, on est là, on vous supporte, et commettez pas trop d'erreurs, on est là. Et c'est le message qu'on a senti, probablement à cause du message qu'on avait donné également, mais M. Lesage l'a senti constamment, et au fur et à mesure que la campagne avançait, il prenait de plus en plus de force. Et il y avait de plus en plus de pénétration dans la population. Et à mon avis, c'était une élection qui était marquante pour l'histoire du Québec.